Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai quand même eu une période de boulimie non vomitive et d'hyperphagie pendant quelques années, mais j'avais pas fait un réel travail dessus. J'avais été voir une gynécologue et elle me dit vous êtes quand même gonflé, alors que moi je ressentais pas d'inconfort digestif, et ça c'est important de le préciser. Faudrait essayer d'arrêter le gluten et les produits laitiers. C'est la première fois qu'on me parlait d'une approche de règles alimentaires d'un point de vue santé. Les recettes que je faisais, les gâteaux, c'était de plus en plus des gâteaux sans. C'était une charge mentale qui était énorme. Tout devait être contrôlé, tout devait être parfait. En fait, c'est vraiment en découvrant l'alimentation intuitive que j'ai compris que non, les compulsions, c'était pas que j'allais pas bien. En fait, j'étais persuadée d'avoir raison. Après, j'ai déconstruit. Et j'ai vraiment travaillé à dédiaboliser les choses et à enlever cette hiérarchisation qu'il y avait. C'est vrai que c'est là où c'est intéressant de se dire, mais en fait, c'est quoi la santé pour moi ? C'est toujours intéressant de se dire, ok, sur une journée, on va dire classique, combien de mes pensées sont dédiées à l'alimentation ? Je trouve que c'est aussi intéressant de se rappeler que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Bienvenue dans l'épisode 113 du podcast La pleine conscience du pouvoir, dans lequel vous allez entendre un nouveau témoignage, celui d'Emeline. Avant de la retrouver, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont déjà fait un don sur la page Tipeee du podcast, ainsi que celles et ceux qui contribuent mensuellement à la pérennité de la pleine conscience du pouvoir. Tous les épisodes, vous le savez, sont disponibles gratuitement. Cependant, la création du podcast a un coût et vos contributions nous soutiennent extrêmement concrètement dans cette aventure. Grâce aux tipeurs qui se sont déjà engagés, nous avons pu renouveler l'hébergement du podcast en mars dernier pour un an sans en être de notre poche. Merci infiniment de votre soutien. Aujourd'hui donc, nous allons entendre Emeline. Peut-être allez-vous reconnaître sa voix puisque nous avions déjà échangé ensemble dans l'épisode 63 sur le thème de la naturopathie et de la posture anti-diète culture d'Emeline. Aujourd'hui, ce n'est pas la professionnelle que je reçois. Emeline vient témoigner des troubles alimentaires qu'elle a traversés et en particulier l'orthorexie, ce trouble du manger sain assez peu connu, mais me semble-t-il de plus en plus présent. Vous allez entendre comment la découverte de l'alimentation intuitive a permis à Emeline d'éviter de s'y enfoncer plus gravement durant sa formation de naturopathe. Je vous laisse à présent avec notre conversation. Bonjour Emeline. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour la seconde fois dans ce nouvel épisode du podcast où, comme je le disais dans l'introduction, tu vas venir, j'allais dire en tant que personne. C'est pas que tu n'étais pas une personne la dernière fois, mais tu étais venue en tant que professionnelle. Oui. En fait, on avait parlé de naturopathie, de culture des régimes. Et cette fois, tu viens en tant que témoin. Je suis vraiment très heureuse que tu aies répondu à cet appel à témoins que j'avais lancé, je crois, sur Instagram il y a quelques semaines. Je cherchais des personnes pour venir apporter un témoignage spécifique et tu as répondu présent. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, on va prendre le temps que tu te présentes pour les personnes qui ne t'auraient pas entendu dans l'épisode 63. Je m'appelle Emeline Lecouf. Donc, d'un point de vue professionnel, je suis accompagnante sur le rapport à l'alimentation, rapport au corps et également naturopathe. Et puis effectivement, comme on a déjà échangé dans l'épisode correspondant avec une approche de la naturopathie qui est très anti-culture des régimes. Et dans ma vie personnelle, on y reviendra du coup, j'imagine, aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu aussi des passages de troubles alimentaires et un rapport au corps aussi compliqué. Je pense que c'est pas non plus anodin sur pourquoi j'en suis aussi arrivée aujourd'hui à mon métier d'accompagnement, même si, bien sûr, mon expérience n'est pas mon outil de travail, mais
je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir revenir dessus avec toi. Oui, et comme tu le dis, je crois que c'est pas un hasard le fait que nous nous tournions autour de ces problématiques spécifiques. Il y a quelque chose qui nous parle. Alors ça peut être à titre personnel ou de notre entourage, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je remarque assez souvent en fait chez les professionnels autour des troubles alimentaires. Mais bref, revenons à toi, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment tu as envie, Emeline, d'apporter ton histoire ? Est-ce que, voilà, comment tout a commencé ? Où est-ce que ça a commencé ? À quelle période ? Alors, c'est assez complexe et c'est vrai que donc là, aujourd'hui, on va plutôt parler de la période où j'ai plutôt connu l'orthorexie. Je pense qu'en amont, c'est quand même intéressant que je puisse dire j'ai quand même eu une période de boulimie non vomitive et d'hyperphagie pendant quelques années qui s'était calmée, mais sans réel travail finalement sur les croyances, sur les pensées, notamment de restriction cognitive. J'avais pas fait ce travail-là, donc ça allait mieux sur d'autres aspects, donc ça avait contribué à ce que ça aille mieux aussi sur mes troubles alimentaires, mais j'avais pas fait un réel travail dessus, quoi. Et c'est vrai qu'après, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je suis rentrée par une autre porte, en fait, finalement. C'est ça. Est-ce que tu dirais que ça a été un peu comme une sortie, une guérison, je sais pas si on peut dire ça, spontanée, un peu, comme on l'entend parfois chez les personnes qu'on peut accompagner ? Je sais pas, c'est vrai que le mot guérison, je le mettrai pas ici. Il me parle pas par rapport à ce que j'ai connu, parce qu'encore une fois, sur plusieurs facteurs de mes troubles alimentaires, dont le facteur tout ce qui va être culture des régimes et rapport au corps qui était compliqué, je les avais pas travaillés. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il y avait quand même de temps en temps des pensées culpabilisantes, etc. et un rapport au corps qui était pas très serein, mais disons que voilà, c'était une sorte de petit bruit de fond qui était là. Donc c'était pas une sorte de guérison entre ces deux passages. Moi je le vois comme un bruit qui était devenu un bruit de fond, mais qui est revenu après d'une autre manière finalement. Oui, c'est ça. Le volume avait diminué finalement parce qu'il y avait des conditions dans ta vie à ce moment-là qui faisaient que les préoccupations ou l'anxiété, peut-être, je ne sais pas. Enfin, tu vas nous en parler. Plutôt que moi être en train de faire des suppositions, voilà. Raconte-nous. Ouais, alors rapidement sur mon passage au départ de troubles alimentaires, ensuite j'avais eu un suivi psychologique, mais qui se portait pas, enfin même si on va dire l'élément d'entrée était ok, il y a quelque chose qui va pas avec l'alimentation, finalement dès la première séance on s'est éloigné de ce sujet et on a travaillé sur plein d'autres sujets qui du coup m'ont aidé à traverser en fait cette étape de troubles alimentaires, mais en réalité, c'était pas une psychologue formée sur tout ce qui va être autour du rapport à l'alimentation. Et en soi, elle m'a beaucoup aidée, donc c'est pas du tout un reproche. Et voilà. Et donc du coup, ensuite, il y a quelques années où c'est devenu un bruit de fond, et ensuite, c'est revenu. Alors au départ, j'étais en fin d'études en fait, et je m'intéressais déjà à la naturopathie. J'avais été voir une naturopathe. À l'époque, c'était parce que j'avais troubles digestifs, stress, etc. Je pense qu'on en avait parlé ensemble rapidement. Et j'avais adoré l'approche qui prenait en compte aussi la santé mentale, etc. quoi. Donc, j'avais commencé à m'intéresser à la naturopathie. Et en parallèle, j'avais été voir une gynécologue parce qu'à l'époque, ça faisait quelques années que j'avais pas mes règles. C'était une gynécologue qui était très portée sur un peu les pratiques alternatives, donc c'est aussi pour ça que j'allais la voir, parce que je voulais pas juste qu'on me dise prenez ce médicament et ça ira mieux, quoi. Et en fait, lors de l'examen, elle me palpe un peu au niveau du ventre et me dit vous êtes quand même gonflé, alors que moi je ressentais pas d'inconfort digestif, et ça c'est important de préciser. Je ressentais pas d'inconfort digestif, mais elle disait je vous trouve quand même gonflé, etc. Faudrait essayer d'arrêter le gluten et les produits laitiers. Ah oui, carrément, d'un coup, quoi. Ouais, comme ça. Et on est d'accord, enfin je veux dire, son expertise c'était la gynécologie. Donc je lui ai demandé, mais est-ce qu'il peut avoir une explication avec mon aménorrhée? Donc l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Et c'était pas un oui franc, mais en tout cas, c'est oui peut-être. Enfin voilà, mais en tout cas, vous êtes vraiment gonflé, etc. Elle m'avait expliqué que vous arrêtiez au moins 1 mois. C'est long quand même, hein. Oui, puis c'était drastique, c'était pas diminuer un peu et vous voyez ce qui va se passer. Non, c'était arrêter 1 mois et puis voilà, vous reprendrez un jour et vous verrez bien en fait que ça vous fait quelque chose, quoi. Ah. Et enfin voilà, le jour où vous allez reprendre, vous allez bien vous apercevoir dans tous les cas qu'il y a des impacts.
Bon, j'ai arrêté 1 mois, c'était très compliqué, c'était au mois de mai, j'avais 25 ans, enfin je veux dire, j'étais encore beaucoup dans les sorties à l'extérieur avec mes amis, etc. Et donc vraiment, la contrainte du sans gluten et sans produits laitiers, quand en plus on n'a pas d'inconfort digestif, elle est quand même assez intense. Oui, parce qu'en fait, toi, tu voyais pas trop le sens du truc, quoi. Non, pas du tout. Bah oui. Pas du tout, du tout. Et je pense que là, ça a un peu démarré le côté règles alimentaires, en fait, finalement. Et c'était d'un point de vue santé. Cette fois-ci, c'était la première fois qu'on me parlait d'une approche de règles alimentaires d'un point de vue santé. Puisque la naturopathe que j'avais été voir, elle faisait partie des rares naturopathes qui n'étaient pas trop prises de tête au niveau alimentaire. Et ensuite, ça s'est fait petit à petit, en fait. Donc, ça m'a vraiment pris la tête. Mais en même temps, je voyais pas d'effet. Mais j'avais quand même ça dans un coin de la tête. J'avais cette règle de, quand même, il faudrait diminuer les gluten, les produits laitiers, etc. Alors que vraiment, factuellement, j'avais pas senti la différence. Donc, je remettais en question, moi, mes ressentis. Je me disais, mais je pense que j'ai quand même quelque chose. Et qu'il y a Enfin, je me disais, à mon avis, elle a raison. Si elle a senti quelque chose au niveau du ventre, elle a raison. Oui, en plus de ça, le digestif, le gynéco, c'est pas très loin tout ça. Enfin, c'est le ventre, quoi. Donc, même si elle ne savait pas te dire quel rapport exactement il y avait entre les deux, bah voilà, ça reste localisé un peu au même endroit. Et j'entends que, bah voilà, toi, l'experte te disait, ce serait mieux pour vous. Donc, même si toi, tu voyais pas de différence, tu te dis, bah si, elle a raison, quoi, puisqu'elle l'a dit, quoi. Mais oui, bien sûr. Ouais, exactement. Et donc, en parallèle, comme je continuais à m'intéresser à la naturopathie, je continuais un peu plus à lire de contenu sur la nutrition, sur ce genre de choses-là, que ce soit par des livres ou par les réseaux sociaux. Je sais plus exactement comment je m'informais, mais en tout cas, ça donnait un sujet, quoi. Oui. Petit à petit, je regardais peut-être les recettes qui étaient un peu plus sans gluten, sans sucre. Enfin voilà, je regardais quand même les choses un peu dans la sphère du healthy. Donc on voit pas, mais je fais des guillemets. À l'oral, je fais des guillemets à healthy. Et après, je commençais à chercher un travail et ensuite à démarrer du coup mon premier travail qui était dans le marketing. Ça prenait de plus en plus de place en fait. Les règles prenaient aussi de plus en plus de place et il y avait la notion de contrôle aussi qui prenait de plus en plus de place. Parce que tu avais ajouté d'autres règles. Alors on en était à le sans gluten, le sans produits laitiers. Donc c'était déjà hyper contraignant. C'est ça les règles quand tu parles de règles? J'étais pas 100% sans gluten, sans produits laitiers, mais j'en prenais beaucoup moins en fait. Et puis après, en fait, une fois que t'as mis un peu le doigt dedans, t'as plein d'autres choses en fait. Ça peut être de faire attention au type de graisse. Enfin, globalement, c'était surtout autour du sucre et autour des produits laitiers, du gluten, ce qui est déjà pas mal. Mais oui. Et ensuite, oui, il pouvait y avoir des choses autour de vaut mieux mettre cette matière grasse là au lieu du beurre. Enfin voilà, il y avait aussi ce genre de choses. Vaut mieux mettre de l'huile de coco que du beurre. Enfin, vraiment, c'était autour de choix considérés comme plus sains en fait. Exactement. Et c'est vrai que petit à petit, ça prenait de plus en plus de place. Les recettes que je faisais, les gâteaux, c'était de plus en plus des gâteaux sans. Oui. Mes collègues rigolaient. Enfin, ils étaient gentils en vrai. Mais ils rigolaient parce que je ramenais des gâteaux et en fait, c'était bon. Qu'est-ce que t'as fait et qu'est-ce que t'as modifié? Parce qu'à chaque fois, je disais, j'ai fait un brownies, mais sans ci, sans ça. Mais vraiment, enfin, la liste, c'était un gag, hein, parce que quand j'y repense, c'était, alors c'est un brownie, mais sans gluten, sans sucre ou sans matière grasse. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'était sans. Et c'était devenu quelque chose de drôle. Mais en vrai, quand j'y repense, mais c'était pas drôle que j'étais incapable de faire un gâteau avec la recette classique, mais pour des raisons, entre guillemets, de santé. Ça aurait pu être pour des raisons éthiques, mais j'étais pas végane, donc c'était même pas justifié, en fait, finalement, d'enlever les produits laitiers, d'enlever ça, etc. quoi. Oui, parce que tu as souvenir de ce que ta tête te disait? Enfin, qu'est-ce qui te justifiait à l'intérieur de toi, ces choix-là? Il y avait vraiment le truc de il faut être en bonne santé, et ça va passer par l'alimentation. L'alimentation est le premier truc pour être en bonne santé. Et j'y réfléchissais un peu avant l'enregistrement, et il y avait aussi l'impression d'être une mauvaise personne, ou en tout cas de pas faire les choses bien si je faisais autrement. Donc là, je prenais l'exemple du gâteau, mais quand je repense à ce qu'il y avait dans ma cuisine, donc je vivais seule en appartement, il y avait vraiment pas grand-chose dans le frigo, dans mes placards, c'était un peu triste quand même, ça manquait de fun, parce que du coup, j'avais toutes ces règles que je m'étais imposées, et si je mangeais quelque chose, il y avait la culpabilité, elle était énorme, et il y avait de l'autoflagellation de si
je transgressais une sorte de règle dans les règles du qu'est-ce que ça veut dire manger sain, entre guillemets, encore une fois, parce que je n'ai plus la même définition du mot sain maintenant. J'imagine. Mais c'était une charge mentale qui était énorme. Bah oui. Et tu parlais, quand tu évoquais le début du sans gluten, sans produits laitiers, la vie sociale aussi, qui peut-être en a pris un coup à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que notamment quand je retrouvais mes amis, il y avait quand même cette contrainte-là en plus, en sachant que j'étais pas encore végétarienne à l'époque, mais il y avait déjà certains types de viande que je mangeais plus. Cette fois-ci, c'était pour des raisons éthiques, donc voilà. Mais c'est vrai que ça faisait des contraintes en plus, et je me souviens, j'étais très stressée, voire irritable en fait, finalement, si j'avais pas le choix que de consommer des choses que... Ouais, c'était vraiment une grande pression en fait pour toi, une grande tension. Ouais, exactement. Tout devait être contrôlé, tout devait être parfait. Il y a la notion de perfection derrière finalement. L'alimentation doit être parfaite, entre guillemets. Parfaite selon les règles supposées de ce que ça veut dire manger sainement. Est-ce qu'il y avait derrière une peur de tomber malade ou voire de mourir ou c'était plus, tu l'évoquais tout à l'heure, des espèces de trucs moraux? C'était plus un truc moral et en fait, c'était intégré dans ma vie qui était aussi très... tout doit être contrôlé. En fait, finalement, à ce moment-là, le fait d'avoir l'intention, en tout cas, de contrôler mon alimentation et d'avoir quelque chose qui soit vraiment, entre guillemets, parfait, j'avais un peu le même fonctionnement avec le reste de ma vie. C'est-à-dire que tu regardais ma semaine, j'avais mon agenda, tout était rempli. Enfin, je veux dire... J'avais le sport, la pratique sportive prenait quand même beaucoup de place, sans me poser la question de si je suis fatiguée, etc. Non, il fallait que j'y aille. Mon temps libre était dédié à ça. En fait, la notion du contrôle était partout présente. C'est ça, dans un fonctionnement global finalement. Très, tu sais, on est là avec nos mains, vous ne voyez pas, mais on fait comme un carré avec les mains, quoi, un truc très cadré, très rigide en fait. Ouais, et puis du coup, je pense que à ce moment-là, j'ai essayé de m'inventer des oui, mais c'est mieux pour moi au niveau digestif. Mais en réalité, au niveau digestif, j'avais des compulsions, mais qui étaient beaucoup portées du coup sur le peu de choses que j'avais chez moi. Donc du coup, c'était beaucoup les noix de cajou. Les noix de cajou, vraiment, je fais des compulsions mais le soir sur les noix de cajou parce que j'étais tellement stricte sur le reste qu'il y a un moment donné, il y avait la frustration qui s'accumulait, dont je me rendais pas compte. À ce moment-là, je voyais les compulsions comme... il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en fait, c'était juste le pendant des règles alimentaires finalement. Mais en fait, au niveau digestif, en réalité, ça allait pas super non plus. Mais parce que mon alimentation était non sereine en fait finalement. Parce que je faisais pas en fonction de mes signaux, mais je faisais en fonction des règles alimentaires. Donc j'essayais de me raconter une histoire, que c'était mieux pour ma santé, que je me sentais plus en forme, etc. etc. Mais en réalité, j'avais pas de point de comparaison vraiment. Enfin, j'étais pas, tiens, j'essaye pendant 3 semaines de manger différemment, je verrai ce qui se passe. C'est pas vrai. C'est ce que je me racontais en fait. Et mais oui, sachant que finalement, au départ... il n'y avait pas de problème, en fait. Donc, le fait de modifier tout ça, finalement, ça en a plutôt créé qu'enlevé, en fait. Bon, j'avais mon aménorrhée, mais qui était due à d'autres facteurs. Et d'ailleurs, le contrôle n'a pas aidé non plus dedans. Mais il n'y a pas tant que ça de problème au départ, en tout cas. Mes choix alimentaires étaient uniquement dictés par ces règles alimentaires de ce qui est sain et ce qui est pas sain. C'est ça. Le bon, le pas bon, le diabolisé, le sain. Et est-ce qu'il y avait à cette époque-là des préoccupations autour de l'image corporelle, du poids, ou c'était vraiment séparé de ça ? Alors, je pense qu'on peut jamais totalement les séparer. Enfin, c'est vrai que la notion de santé et de manger sain, entre guillemets, était prépondérante. Et c'était ce qui venait en premier, finalement, dans mince, je culpabilise d'avoir mangé ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'était quand même le premier truc. Mais clairement, mon image corporelle n'était pas positive. Donc, je me suis posé la question, là, en y réfléchissant, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est indépendant les deux ? Je sais pas. L'orthorexie, finalement, on l'a définie comme l'obsession de manger sainement et il n'y a pas le poids qui rentre dedans. Mais je sais pas si des personnes expérimentent l'orthorexie en ayant une image corporelle qui est pas... qui est apaisée. Voilà, qui est apaisée, exactement. Je sais pas. En réalité, moi, mon image corporelle, mais mon estime de moi, en fait, était pas bonne. Elle était pas du tout apaisée. Et ça avait un lien, en fait. Quand tu dis, OK, je fais bien les choses, donc je suis une bonne personne. Quand j'ai une compulsion ou quand je n'arrive pas à respecter, finalement, le fait
je sais pas, j'ai mangé du gluten, enfin vraiment n'importe quoi, je suis une mauvaise personne. Mhm. Et donc du coup, il y avait aussi ce lien avec l'estime de soi et donc indirectement avec l'image corporelle aussi. Oui, et puis je suis en train de me dire que de toute façon, dans la notion de santé, dans une société et un monde médical très grossophobe, un corps gros, c'est pas censé être en bonne santé. Enfin, tu vois, peut-être, c'est des suppositions, mais qu'il y a cette alliance entre santé et minceur de toute façon. Consciemment ou pas, ce serait intéressant effectivement de savoir. Alors moi j'ai peu rencontré de personnes qui ont souffert d'orthorexie et c'est pour ça que je te remercie encore de venir témoigner de ça, parce que je sais pas si c'est un trouble qui est beaucoup diagnostiqué et beaucoup documenté, et donc ce serait intéressant de savoir si ça touche des personnes de tout type de corps en fait. Tu as la réponse, ouais. Ouais, moi je pense, parce qu'honnêtement, j'avais un corps normé aussi à l'époque, en fait, qui était peut-être au-dessus du poids de forme que je connaissais de base. Donc peut-être que par rapport à ça, effectivement, j'avais des biais grossophobes envers moi-même. Mais en réalité, je pense que l'orthorexie touche tout type de corps parce que je l'ai vu aussi pendant ma formation de naturopathie. J'ai travaillé 1 an et demi à Reims. Ça a été là où ça a été le plus intense. Et en formation de naturopathie, ça a un peu continué. Mais en fait, en parallèle, j'ai découvert l'alimentation intuitive. Donc ça a un peu diminué. Mais en réalité, ma formation aurait pu augmenter. Mais oui, c'est à ça que je pensais en fait. Elle aurait pu l'augmenter parce que j'avais encore plus d'informations. Et la réalité, c'est que les formations sont aussi des apprentissages à comment souffrir d'orthorexie, en fait, finalement. Et il y a des personnes dans ma promo qui ont vu leur rapport à l'alimentation changer aussi, en fait, parce que tout d'un coup, on nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Moi, j'étais déjà là-dedans avant, donc c'est pas ça qui a déclenché. Ça aurait pu l'aggraver. Ça, par contre, j'en suis consciente. Et oui, et ce que tu dis, c'est que c'est à ce moment-là que tu rencontres la thérapie d'alimentation intuitive. Ça a dû dissonner pas mal, alors non, pendant tes études, enfin, comment ça s'est vécu? Ça a dissonné pas mal, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je comprenais vraiment l'impact des croyances alimentaires et l'impact des pensées autour de l'alimentation, puisque quand on nous diabolisait les aliments, en fait, je le voyais. Et du coup, je voyais aussi l'impact et chez les autres et chez moi. Et donc, du coup, finalement, j'avais un peu le mécanisme grandeur nature, en fait. Puisque la journée, on pouvait me dire, ça, c'est pas bien, etc., etc. Et du coup, où je voyais bien après le soir que j'avais plus de tension au niveau alimentation, quoi. Mais fort heureusement que du coup j'ai mieux compris à ce moment-là ce que c'était la restriction cognitive, donc le fait d'avoir l'intention de contrôler son alimentation, même si au départ dans la définition c'est l'intention de contrôler son alimentation vis-à-vis du poids. Mais en réalité, moi ce que j'ai expérimenté avec l'orthorexie, qui était d'abord d'un point de vue officiellement en tout cas d'un point de vue santé, même si, finalement, c'est santé, mais c'était pas être en bonne santé, mais bref. Mais c'était la même chose, c'était le même mécanisme de frustration, de règles alimentaires, d'être la sensation d'être une mauvaise personne quand on transgresse, etc. Et alors, à quel moment, du coup, tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci? Tu disais que tu as rencontré l'alimentation intuitive. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ouvres les yeux? En fait, c'est vraiment en découvrant l'alimentation intuitive que j'ai compris que non, les compulsions, c'était pas que j'allais pas bien. C'était que j'étais dans un mécanisme au niveau alimentaire et que ce que je pensais être ce qu'il fallait faire, manger comme ci, comme ça, etc. C'était au contraire ce qui faisait que j'avais la sensation de ne pas avoir un rapport serein à l'alimentation. C'est là que j'ai compris, parce que sinon, quand j'étais dedans, j'étais à fond. Et c'est drôle parce qu'il y a des choses, vraiment, cognitivement, je trouvais ça bon. Et alors que maintenant, tu me refais manger ça, je me dis, mais comment j'ai pu aimer à ce point-là? J'ai un exemple qui est assez parlant. Il y a la purée de sésame complète. Ouais, je vois ta tête. Oui, je fais là un peu la grimace, parce que c'est un peu amer quand même. Ouais, c'est amer, et encore plus quand c'est complet, en fait, parce qu'il y a le tahini qui est la version... voilà, moi je connais ça. Qui est la version blanche et qui sert à faire les houmous, etc., avec une base qui est super chouette. Mais la version complète, elle est encore plus amère, en fait, vraiment. Et je mangeais des tartines, et je trouvais ça bon. Ah oui. Pourquoi pas on peut aimer l'amertume. Oui, mais j'aime bien l'amertume. Mais maintenant, du tahini qui du coup est... Enfin, le goût est un peu moins amer. Sur une tartine, ça va, mais j'en mangerai pas autant que j'en mangeais. Mais là, du complet, vraiment pas. En fait, j'étais persuadée d'avoir raison. Et il y avait aussi une sorte de... les gens font n'importe quoi. Ah oui, il y a ça qui venait aussi, en fait. Toi, tu savais ce qui était bon.
Et ça déclenchait du jugement, du coup, sur l'alimentation des autres, c'est ça? Je pense pas que c'était du jugement individuel, mais ça avait été peut-être plutôt au niveau collectif de dire mais il y aurait moins de problèmes de santé si les gens mangeaient sainement. C'était plutôt cet aspect-là, en mode mais on nous apprend pas. C'était plutôt, c'était pas du jugement, mais c'était plutôt effectivement quand même au niveau collectif, on devrait nous apprendre à manger mieux sainement, etc. Alors qu'en vrai, le problème n'est pas là. Enfin, j'entends encore beaucoup ce discours. Mais en fait, non. Peut-être que si les personnes pouvaient avoir accès à plus de variétés alimentaires, déjà, rien que d'un point de vue financier, ça serait déjà différent. Mais l'alimentation est loin de tout faire, quoi. Et en tout cas, c'est pas du tout une question de volonté individuelle, ça c'est sûr. Oui, et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, de cette phrase qu'on entend souvent, je sais pas, peut-être tu vas savoir d'où ça vient, de, tu sais, l'alimentation, la première médecine. Ouais, c'est ça. Et c'est pas complètement faux, enfin, je veux dire, oui, effectivement, mais la première médecine, enfin, ça met une espèce de poids, en fait, sur... ça me parle de ce que tu disais, de ces injonctions qui te mettaient dans presque une forme de terreur, en fait. Oh, si je respecte pas les règles, qu'est-ce qui va se passer? Un jugement moral, je vais me pourrir la santé. Oui, que ton alimentation, c'est la première médecine. Et effectivement, ça, on répète en école de naturopathie, mais en fait, ça, j'avais déjà cette phrase-là en tête, en amont. En fait, dès que tu commences à consommer un peu de contenu sur ces sujets de ce qu'est l'alimentation, healthy, etc., je lève les yeux au ciel, on ne voit pas, mais c'est ça, en fait. Tu le trouves assez vite, finalement, cette phrase et cette idée-là, en fait. Effectivement. Et donc, alors, tu fais tes études de naturopathe. En parallèle, tu déconstruis ce que tu es en train d'apprendre. Enfin, je sais pas si c'est... Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, ça te permet de voir, en fait, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après, j'ai déconstruit. C'est-à-dire que j'ai réessayé les aliments. Déjà, je comprenais le mécanisme frustration-compulsion, donc ça a m'aidé aussi à comprendre et j'ai vraiment travaillé à dédiaboliser les choses et à enlever cette hiérarchisation qu'il y avait entre les bons aliments, ceux qui font une alimentation parfaite, entre guillemets, l'alimentation parfaite, et les autres. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé à déconstruire cette hiérarchisation qui est faite au final. Et après, en réalité, c'est vraiment quand j'ai terminé ma formation naturopathie que j'ai pu vraiment finir ce travail-là parce que quand au quotidien, on est entouré... de cours qui vont dans ce sens-là, mais aussi de personnes qui sont dans ce sens-là. C'est pas le contexte le plus aidant, on va dire, pour aider à dédiaboliser tout, finalement. Oui, mais toi, ta motivation derrière, c'était quoi pour déconstruire tout ça? Parce que t'aurais très bien pu rester... C'était les compulsions, en fait? C'était le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Qu'est-ce qui te motivait? C'était le fait que ça me prenait trop de place dans la tête. En fait... je m'en rendais pas compte sur le moment, mais de temps en temps si, mais l'alimentation prenait toute la place, tout le côté et organisation et contrôle et il faut faire ci, il faut manger ça, mais ça il faut que j'en rachète parce que si je mange ça c'est pas bien. Tout ça c'était trop quoi, et je savais que c'était possible autrement. En tout cas, j'avais la sensation que tout le monde n'était pas comme ça. Tout le monde ne se prenait pas autant la tête. Bon, tant mieux, heureusement que j'avais cette représentation-là. Mais si, je le voyais quand même je voyais que quand même, c'était pas prise de tête autant pour tout le monde. C'est cette motivation-là que j'ai eue. Il y avait les compulsions, mais c'était tout l'autour, en fait. Si les compulsions, je les avais bien vécues, ok, finalement. Mais c'était vraiment il y a quelque chose qui va pas, c'est pas fluide, c'est pas serein. Ça prenait trop de place. C'est ça, toute cette charge mentale finalement. Et même au niveau organisationnel, tu disais, parce que souvent c'est un fonctionnement qui induit de tout cuisiner soi-même, de faire que du fait maison, ou presque. Donc c'est une énorme charge au niveau du temps aussi. Mais je faisais mon granola maison et tout, je faisais tout. Et précisons que tu faisais tout, mais parce que tu pouvais pas faire autrement. Tu vois, ce qui pour moi est très différent de « Ah bah tiens, je vais essayer, je sais pas, de faire du pain pour voir ce que ça donne. » Tu vois, c'est le manque de flexibilité. Exactement. En fait. C'est ça qui était terrible. Enfin, j'imagine. Oui, non, mais exactement. Il faut le faire soi-même, sinon c'est pas possible, comme tu le dis, et c'est pas bien de pas le faire soi-même. En fait, si je peux le faire, il faut que je le fasse parce que comme ça je peux contrôler la quantité de telle ou telle chose, je peux faire sans sucre, etc. C'était cette idée là en fait,
Effectivement, c'est pas comme maintenant où, tiens, j'ai envie d'essayer de faire du pain, ou tiens, j'ai envie de faire la tarte parce que je trouve que c'est meilleur. Enfin, c'était pas ces motivations-là, effectivement. Et c'est ça. Et finalement, et tu l'évoquais un peu quand tu parlais du végétarisme tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui guide mon choix, en fait, dans mes choix alimentaires, dans ce que je choisis de faire ou de ne pas faire, qu'est-ce qui guide mon choix? Et là, il y avait pas de possibilité de faire autrement, en fait. Et c'était le jugement moral, finalement. Et la peur d'être en mauvaise santé, peut-être. Il y avait beaucoup d'autoflagellation, c'est sûr. Et oui. Combien de temps ça t'a pris, alors, de déconstruire tout ça? Parce que c'est pas rien, hein. Donc déjà, le passage d'orthorexie, il a bien duré 1 an et demi dans le dur, vraiment. Puis 2 ans après à déconstruire, ça m'a pris, je pense, 1 an pour déconstruire le plus gros. Et après, peut-être encore 1 an pour finaliser les petites croyances par-ci, par-là. Et c'est ça qui me manquait comme travail par rapport à mes troubles alimentaires que j'avais connus. Ce travail, je l'avais pas fait. Et oui, de déconstruction, à la fois autour des croyances alimentaires, mais aussi peut-être tu vas revenir dessus sur l'image corporelle. Alors, l'image corporelle, j'ai commencé à la travailler. Oui, effectivement, c'était aussi quand j'étais sur Paris, donc en formation de naturopathie. Parce que là, du coup, j'ai commencé à un peu plus m'intéresser au féminisme et c'est par là qu'est venu le changement d'image corporelle. Et c'est vrai que ça s'est fait en parallèle. Donc ça joue aussi parce que même si dans l'orthorexie, la première motivation, il y a une histoire effectivement de prétendue santé. L'image corporelle, l'estime de soi qui est en lien avec l'image corporelle ou qui est en lien avec les règles alimentaires, tout ça c'est quand même imbriqué. Donc c'est vrai que c'est pas indépendant les uns des autres. Oui, donc tu nous confirmes que c'est un processus qui prend du temps. Hein, parce qu'on parle en années, en fait, pour déconstruire tout ça. Hein. Et d'autant plus, tu le disais, pendant cette formation. Ça dure combien de temps, la formation de naturopathe? Alors, ça dépend des écoles. La mienne, elle a duré 1 an, mais c'était 1 an en intensif. C'est-à-dire que j'avais 4 jours de cours par semaine. Mais sinon, ça peut durer 3 ans avec un week-end par-ci, par-là. Et d'ailleurs, à un moment, on avait croisé la promotion qui était la promotion week-end, qui était moins à baigner tout le temps dans ces injonctions alimentaires. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient plus flexibles déjà dans leur approche à la naturopathie. Ah oui. Par rapport à... Alors, c'est une interprétation, mais j'avais cette sensation-là parce que je me souviens encore, au moment où on avait un cours avec une formation qui était en train de se terminer comme nous, en fait. Mais c'était la formation en 3 ans. Et je crois qu'il y en avait plusieurs de ce groupe-là où tu voyais que, oui, ils avaient des paquets gâteaux, etc. Enfin, voilà, quelque chose qui était très flexible. Et nous, dans notre promotion, mais presque jamais personne aller sortir un paquet de gâteaux vu comme industriel et vu comme quelque chose de diabolisé. Donc j'ai l'impression qu'il y avait quand même une différence de flexibilité, et notamment quand on nous martèle 4 jours par semaine versus 1 ou 2 week-ends par mois, je ne sais plus leur rythme, mais c'est pas la même chose. Oui, parce que ce que tu nous disais, c'est que il y avait ces règles qui étaient dites la journée. Le soir, tu déconstruisais au fur et à mesure. Enfin, ça n'a pas dû accélérer le processus, en tout cas. Non, ça l'a ralenti. Hein, mais oui, parce que peut-être tu te disais, mais peut-être que quand même. Ben oui. Et oui, c'est comme lorsque nous sommes en train de déconstruire des biais grossophobes. Si nous baignons en fait autour de nous dans des injonctions toute la journée, ça va être compliqué. Hein, d'où l'importance de faire un peu du tri dans les contenus qu'on regarde, etc. Là, j'imagine que pareil, tu as peut-être fait du tri dans les contenus que tu regardais, les trucs healthy, les recettes. Oui, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre beaucoup plus de choses en lien avec le rapport au corps, le rapport à l'alimentation. Et c'est vrai que, par contre, mon entourage direct, c'est-à-dire les personnes que je voyais le plus, c'était mes camarades de promotion. Ah. Donc, en fait, mine de rien, ça participe aussi à ça, en fait. Hein. C'est vrai que quand on trouve 1 ou 2 personnes qui commencent aussi à déconstruire ces biais grossophobes ou autres, mine de rien, c'est quand même des soutiens qui sont précieux. Ben oui, c'est clair. Et l'inverse, par contre, comme tu le disais, ça facilite pas. Et aujourd'hui, tu dirais que tu en es sortie depuis combien de temps ? Je dirais 4-5 ans. Ouais, 5 ans. Donc ça fait un petit bout de chemin maintenant que tu as parcouru depuis que tu en es sortie. Comment tu décrirais aujourd'hui ta relation à l'alimentation ? Tiens, c'est quoi la relation à l'alimentation d'une naturopathe qui a déconstruit toutes ces injonctions autour de la santé, sachant que c'est un exemple personnel, mais pas une généralité, mais... Raconte-nous. Alors c'est une relation effectivement apaisée avec beaucoup moins de charge mentale, ça c'est sûr. Honnêtement, moi, comme la santé, je la vois d'un point de vue global. Maintenant, c'est vrai que j'ai une alimentation variée, mais mes choix sont moins guidés par le côté nutritif, entre guillemets, en premier, mais par aussi l'aspect logistique, organisationnel, gustatif, etc. Donc,
c'est revenu à une place en fait classique. En fait, l'aspect nutritif, je le prends en compte, mais c'est pas le truc qui prédomine tout par rapport à d'autres. La notion de flexibilité, c'est cette notion-là qui est la plus importante dans mon alimentation, en tout cas aujourd'hui. Oui, et puis tu le disais, des choix autour d'une éthique ou autour de valeurs en fait personnelles. Exactement, et effectivement, s'il y a des changements à faire, ça va être motivé par des valeurs ou par exemple, aujourd'hui, j'allaite encore mon bébé qui lui a des allergies et intolérances, donc du coup, moi, mon alimentation est aussi modifiée. Donc voilà, si en tout cas, aujourd'hui, j'ai certaines choses qui ne sont plus dans mon alimentation, c'est soit d'un point de vue éthique en tant que végétarienne ou soit d'un point de vue parental, allaitement, vis-à-vis de mon enfant. Mais c'est pas des choix guidés par il faut ou c'est pas bien. Oui, c'est ça. C'est ça parce que en même temps, j'étais en train de me dire, bah oui, mais si quelqu'un nous dit, moi, dans mes valeurs, il y a la santé, parce que bon, c'est le cas de beaucoup de personnes, enfin, en tout cas, qui s'intéressent à la nutrition. Mais alors, c'est où que ça commence, en fait, le dérapage, finalement, hein, des choix santé. Et je refais les guillemets, comme tu faisais tout à l'heure, de l'alimentation santé. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation santé ? Vaste sujet, on pourra enregistrer tout un épisode là-dessus. C'est vrai que c'est là où c'est intéressant de se dire, mais en fait, c'est quoi la santé pour moi ? Et ça m'a aidée aussi parce que la première naturopathe que j'avais été voir, elle avait une approche qui était quand même assez portée sur la santé mentale. Et j'avais été la voir un mois après avoir été voir la gynécologue et elle m'a vue, mais complètement... J'ai pleuré dans son cabinet tellement je me mettais la pression par rapport à ce fameux gluten et produits laitiers. Et elle avait une approche vraiment pas prise de tête. Et ça m'a aidée parce que elle avait une autre approche avec justement la santé qui fait partie de la santé mentale. Elle m'avait aussi aidé à prendre conscience que mon image corporelle était vraiment pas terrible, etc. Mais donc du coup, ça aide aussi à se dire, mais en fait, la santé, est-ce que c'est vraiment que ça, quoi ? Et est-ce que si finalement j'ai cette charge mentale qui est énorme, si je me prends la tête avec mes amis sur l'alimentation, etc., est-ce que vraiment c'est ça la santé que je veux ? Avoir aussi des compulsions parce que trop de frustration, est-ce que c'est ça la santé que je veux ? La réponse était non. Oui, ben oui. Et c'est vraiment là, je trouve qu'il est important de se rendre compte que dans le terme santé, en fait... on peut mettre différentes choses, hein. C'est ces fameux 3 piliers, hein, selon l'OMS, hein, de la santé physique, psychique et sociale, en fait. Et là, tu décris ça très bien. Ta santé mentale, ça allait pas du tout. On en parlait tout à l'heure, la santé sociale, ça devenait compliqué, en fait, les relations. Donc, ok, comment on peut équilibrer tout ça, finalement ? Et c'est cet équilibre, hein, qui tient parfois sur un fil, mais qui est la santé, finalement. Et que ça ne passe pas que par la santé physique, mais même cette santé physique ne passe pas que par l'alimentation, finalement. Oui. Et puis, on peut se demander, quand nos choix alimentaires sont faits en fonction de règles et pas en fonction de nos sensations, est-ce que vraiment c'est quelque chose aussi qui est favorable à notre santé physique, en fait ? Mais oui. Voilà. Et ça, moi, j'ai plutôt tendance à dire que non. Parce que si en réalité, t'as la sensation que tu digères mieux telle ou telle chose alors qu'elle est diabolisée, en fait, c'est peut-être parce que ça te va mieux aussi comme type d'aliment. Ben oui. Quel chemin tu as parcouru, hein, depuis cette fameuse visite chez la gynéco. Alors, tu le disais, hein, c'est venu être une pièce du puzzle, en fait, hein, qui s'est ajoutée sur, déjà un terrain fragilisé, finalement, à ce niveau-là. Mais n'empêche, quoi. Il y a eu un déclencheur, hein, bien sûr, encore une fois, qui s'est rajouté à autre chose. Hein, mais, ça a quand même été un déclencheur parmi d'autres, mais qui arrivait après à un moment où le contrôle était quelque chose dont j'avais besoin, donc forcément. Bien sûr, et oui. Ça a rajouté une pièce dans la machine, quoi. Enfin... C'est ça, une pièce dans la machine, effectivement. Ouais. Je vois qu'on va devoir se quitter, Emeline. Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre avant qu'on se quitte ? Enfin, s'il y a un message important que tu voudrais partager là, aux personnes qui nous écoutent. C'est toujours intéressant de se dire, ok, sur une journée, on va dire, classique, combien de mes pensées sont dédiées à l'alimentation ? Ce questionnement-là, il peut aider, parce que vraiment, quand on est dans l'orthorexie, on est persuadé d'avoir raison, en fait. Mais d'essayer de se dire, ok, quelle est ma charge mentale allouée à l'alimentation ? Là, parfois, ça permet de se dire, mais en fait, peut-être que non, peut-être que c'est pas finalement la vérité, c'est peut-être pas le truc à faire... cette manière-là. Et ensuite, ce dont on vient d'échanger sur la notion de santé mentale, je trouve que c'est des réflexions qui peuvent beaucoup aider. Et puis bon, voilà, là, je prends ma casquette d'accompagnante, mais c'est vrai qu'un accompagnement, ça aide quand même effectivement à prendre du recul sur ces croyances-là, à déconstruire aussi les règles alimentaires, etc. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça
ça aide quand même beaucoup à faire la part des choses, en fait. Oui, et puis, comme je le répète souvent, finalement, c'est le début de la souffrance qui va venir indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette sphère-là, healthy, alimentation, santé, mode de vie, tu sais, le fameux mode de vie, là, et puis qui ont l'air de dire que ça leur convient parfaitement, en fait. Peut-être, mais il y a un moment où ça peut basculer, en fait. Comme tu disais, quand on commence à mesurer la charge mentale que ça prend, et est-ce vraiment un choix de mettre toute cette charge mentale à cet endroit-là, en fait? Oui, c'est ça. C'est cette question du choix, et qui est peut-être un non-choix, et puis aussi de la flexibilité, on l'a répété plusieurs fois, mais quand on commence à se dire « Oh là là, surtout il ne faut pas », un truc comme ça, très rigide, ça peut être le moment peut-être de se poser des questions. Et est-ce que je peux rajouter un tout petit mot sur la notion de représentation ? Tu viens de me faire penser à quelque chose. Ah, mais avec plaisir. Je trouve que c'est aussi intéressant de se rappeler que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Puisque je pense que si je demande à mes proches et à mon entourage à l'époque comment ils me voyaient comme quelqu'un qui maîtrisait bien son planning, qui mangeait bien sainement, etc. En tout cas, qui maîtrisait les choses et c'était vu positivement. Mais en réalité, j'allais pas du tout bien. Et donc, du coup, finalement, sur les réseaux, c'est pareil, en fait. Finalement, la personne, on a l'impression qu'il maîtrise, entre guillemets, son mode de vie, qui fait tout comme la société dit qu'il faudrait faire. La réalité, c'est qu'on ne sait pas comment elle va mentalement. C'est vrai, mais complètement. Je te remercie beaucoup, Emeline, d'être revenue sur la pleine conscience du pouvoir. Avec grand plaisir pour se réentendre une prochaine fois. On trouvera sans doute des sujets. Ce sera un grand plaisir pour moi. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Anne. Merci de votre écoute. Nous voici à la fin de cet épisode 113. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous serons heureuses, Emeline et moi, de vous lire en commentaire sur le blog, sur Spotify ou Apple Podcast. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.